Merci beaucoup de me donner cette opportunité de prendre part à ce colloque. Donc, je me fais le plaisir de vous présenter l'expérience des femmes en Afrique en termes d'avortement. Alors, quand on parle d'Afrique, c'est une cinquantaine de pays. Donc, je n'ai pas la prétention de vous parler de tous les pays, mais au moins les quelques pays que je connais, comme le Burkina Faso, le Bénin ou le Sénégal. Alors, je vais donner des illustrations à travers donc, quelques exemples. Déjà, il faut dire que l'avortement, on le connaît, c'est un problème de santé publique. Voilà, quand on se réfère à son incidence et ses conséquences, les données de l'OMS nous disent qu'il y a 73 millions d'avortements qui ont lieu chaque année dans le monde. Et parmi ces 73 millions, il y a 45% de ces avortements qui sont non sécurisés, dont 97% interviennent dans les pays en développement. Donc, quelques pays de l'Amérique latine, de l'Asie et bien sûr de l'Afrique. Et en Afrique, près de la moitié des avortements se passent dans des conditions non dangereuses. Alors que nous savons, plus l'avortement se passe dans des conditions dangereuses, plus le risque de mourir donc, de complications post-avortement est très élevé. Et donc, si on se réfère aux données de l'OMS, entre 4 à 13% des décès maternels sont liés donc, aux avortements non sécurisés, dont la grande majorité ont lieu dans les pays africains. Donc, à titre illustratif, l'Institut Guttmacher nous montre qu'en 2019, sur 100 000 avortements qui ont eu lieu en Afrique, il y a eu 185 décès. Voilà. Il faut dire que les données sur les avortements sont souvent sous-estimées, compte tenu donc, de la difficulté à partager l'expérience d'avortement. Donc, il faut considérer que ces données sont sous-estimées. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que la plupart des avortements qui interviennent en Afrique sont la résistance des grossesses non prévues. Voilà, parce que sur 10 grossesses non prévues ou planifiées, il y a au moins 4 qui se terminent par des avortements. Mais les conditions dans lesquelles les avortements se passent dépendent donc de la législation des pays. Donc c'est pourquoi il serait vraiment pas pertinent de parler de l'avortement en Afrique sans évoquer cette dimension liée à la législation, parce que c'est elle qui va influencer la façon dont les politiques seront mises en place, dans quelles conditions les femmes auront accès aux soins ou à l'avortement. Donc, en termes de législation, quand on regarde un peu la carte du monde, on voit que sur le continent africain, il y a moins de couleurs vertes. Ça veut dire que la majorité des femmes qui y sont, donc 92%, des femmes en âge de procréer, vivent dans des endroits en Afrique où la loi sur l'avortement est soit très restrictive, limitée, ou même carrément interdite. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des pays africains ont hérité en fait des lois coloniales. Voilà. Par exemple, les pays de l'Afrique francophone étaient pendant très longtemps sous l'influence de la loi française de 1920 qui interdisait tout avortement provoqué et toute promotion de méthodes de contraception. Et de même pour les pays anglophones. Donc pendant longtemps, cette loi a influencé la façon dont les politiques ont été mises en place, même après les indépendances. Mais comme vous le constatez, voilà, il y a quelques pays qui sont en vert. Voilà, vous voyez avec les différentes dates où l'avortement a été libéralisé, notamment la Tunisie et l'Afrique du Sud, et le Bénin qui fait partie des derniers pays en date, qui a autorisé l'avortement sur demande depuis octobre 2020 jusqu'à 12 semaines de grossesse. Et pour en arriver là, il a fallu déjà en 2003 abroger la loi française de 1920 donc pour pouvoir passer à une étape. Donc c'est pour vous montrer à quel point cette loi a pendant longtemps influencé le processus de libération de l'avortement dans les pays qui ont été colonisés. Mais il faut dire que cette légalisation de l'avortement au Bénin n'a pas été sans difficulté. Voilà. Déjà, quand la loi a été prise, la conférence épiscopale l'avait qualifiée d'une culture de mort. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des oppositions qui sont là. Et le ministre béninois de l'époque, qui est l'actuel ministre, avait justifié cette loi justement. Voilà, en termes de santé publique, c'est pour sauver la vie des femmes, les complications d'avortement, la déscolarisation des filles et autres. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les complications d'avortement ne sont pas liées au décès ou à la morbidité. Il y a d'autres conséquences connexes voilà, qui influencent toute la vie sociale économique des femmes. Pour des pays comme le Burkina Faso, voilà, je suis originaire du Burkina,
Il y a eu des tentatives en 2018 lorsque le ministre de la Santé de l'époque avait parlé des interruptions sécurisées de grossesse qui allait être une stratégie pour permettre au pays d'accélérer l'atteinte des objectifs en termes de réduction de la croissance de la population. Et une fois qu'il s'est exprimé sur les réseaux sociaux, ça fait un tollé, il y avait des commentaires dans la presse écrite. Donc il était obligé, comme vous le constatez sur cette photo, de faire le tour des différents leaders d'opinion. Il est parti chez les leaders coutumiers, chez les leaders religieux musulmans, chez les catholiques, chez les évangélistes, pour se dédire. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on peut en Afrique avoir affaire à des leaders politiques qui sont engagés, mais ils sont chaque fois retenus par la pression populaire, puisqu'ils ont aussi besoin de l'électorat. Donc si bien que sur le terrain, en Afrique, ceux qui sont le plus actifs dans le domaine de la santé, le droit des femmes à la santé reproductive de façon générale, ce sont les associations et les ONG qui travaillent soit pour préserver certains acquis, ou même pour contourner la législation, afin de permettre des femmes, malgré le contexte d'interdiction, d'accéder donc à des avortements sécurisés. Donc, je vais vous donner quelques exemples ici. On a par exemple des associations ONG qui font le plaidoyer pour amener les États à respecter leurs engagements pris lors du protocole de Maputo. Ça, c'était en 2003. Il y a au moins plus d'une trentaine de pays africains qui avaient ratifié ce protocole-là. Voilà. Pourquoi le protocole de Maputo est très important? Parce que dans le protocole, il y a l'article 14 qui stipule qu'on devrait pouvoir offrir un avortement médicalisé aux femmes en cas d'inceste, de viol, lorsqu'il y a malformation fœtale, mais surtout pour des raisons psychiques et sanitaires. Donc, partant de ce protocole-là, ça veut dire que si on considère que la grossesse non prévue peut avoir des conséquences psychologiques et mentales pour la femme, donc ça sera difficile de condamner un médecin qui va décider donc d'offrir l'avortement à une femme. Il y a aussi la clarification des valeurs qui est beaucoup utilisée pour amener les agents de santé qui sont sur le terrain, les parlementaires qui prennent des décisions au niveau du Parlement et même des associations pour voir leurs positions par rapport à l'avortement. Parce que dans certains pays africains où on a par exemple les soins après avortement, il y en a même qui refusent donc d'offrir ces soins-là. Donc on leur demande, vous êtes médecin, vous êtes sage-femme, soignez la malade, ne jugez pas la malade. Donc cette clarification des valeurs-là permettait à certaines personnes donc, de revoir leurs positions. J'en ai participé à quelques-uns en tant qu'observateur. Il y a aussi une association dénommée ONIS, l'Organisation des nouvelles initiatives pour le développement en santé. Voilà, je suis membre de cette association et j'en suis le responsable du conseil éthique et consultatif. Et donc l'association essaie donc de simplifier le langage juridique. Voilà, parce qu'il faut dire que nous sommes dans un pays, par exemple au Burkina, où la majorité de la population est analphabète. Voilà, et les textes relatifs à la santé de la reproduction sont dans des documents qui sont écrits en français et on ne sait même pas où ces documents se retrouvent. Donc, si vous voulez trouver des références sur l'avortement, vous allez les trouver dans le code pénal, dans la loi santé publique, dans la loi santé de reproduction, et il y a différentes lois qui se contredisent, donc si bien que c'est très complexe pour les femmes donc, de revendiquer leurs droits. Donc, le travail de ONID, c'est justement d'aller dans les communautés, comme vous pouvez le voir sur ces images-là, et essayer de leur présenter les dispositifs législatifs qui sont là en présence dans les pays. Vous avez l'exemple aussi des pays comme le Sénégal, qui a mis en place le task force, ça c'était en 2010, lorsque le Sénégal avait ratifié le protocole de Maputo. Voilà, mais après la ratification du protocole, ils se sont rendus compte qu'il y avait des contradictions entre le fait qu'ils aient ratifié le protocole et la législation en vigueur dans les pays. Et donc, voilà, et les associations ONG ont demandé à ce qu'ils fassent des études sur le terrain pour documenter l'expérience que les femmes vivaient. Et après cette étude, ils se sont rendus compte qu'il y avait des conséquences néfastes des avortements. Et donc, le président Macky Sall avait décidé de mettre en place ce comité-là pour voir dans quel cadre on pouvait réfléchir pour donc, faire avancer les choses au niveau du Sénégal. Et il avait promis à ces femmes-là d'attendre à son dernier mandat, puisque là, il n'aura plus rien à perdre et qu'il pourra peut-être apporter des changements. Donc, on attend. Il a presque fini son mandat. Peut-être que d'ici là, vous aurez des nouvelles de lui. Voilà. Pour le dernier point, ça c'était au Burkina Faso.
il y a une offre d'avortement illégal sécurisée. Et là, c'est au cours de ma thèse que j'ai découvert ça, parce que je faisais le terrain auprès des agents de santé qui offraient l'avortement de façon clandestine. Et donc, à l'époque, c'était en 2017, certaines ONG, en collaboration avec les autorités sanitaires, avaient réussi à mettre en place un réseau d'avorteurs qui travaillent dans la clandestinité, les former à offrir des avortements sécurisés, mais illégaux. Voilà. Et ces derniers étaient connus par les autorités judiciaires, les autorités policières et les autorités sanitaires pour qu'en cas de problème, on puisse donc les couvrir. Mais comme c'était une politique officieuse, je n'ai pas voulu documenter ça dans ma thèse. Bon, je profite de cette tribune parce que c'est une communication orale, puisque documenter cela publiquement veut dire révéler donc, cette politique. Et dans leur milieu, ils évitent donc de parler d'avortement, ils parlent plutôt de régulation menstruelle médicamenteuse, donc en utilisant le misoprostol. Donc, voilà, mais comme vous le voyez, en dehors de ces cas, c'est vraiment difficile donc de parler de l'avortement comme ça, de façon publique, voilà, parce que c'est politique et quoi qu'on dise, cette tentative des ONG ou associations est limitée, parce que tant que ce n'est pas porté par les autorités publiques, son ancrage institutionnel constitue toujours une barrière. Et donc, si bien que sur le plan des politiques publiques, les solutions en Afrique, dans presque la majorité des pays africains, est basée sur des solutions purement techniques. Voilà, ça avait été un compromis lors de la conférence en Égypte en 1994, où les pays qui ne voulaient pas libéraliser l'avortement avaient opté pour deux autres stratégies, c'est-à-dire promouvoir la planification familiale pour réduire la survenue des grossesses non prévues, qui peut entraîner aux avortements provoqués, ou bien offrir des soins à des femmes qui seront confrontées à des complications post-avortement. Mais sur le terrain, il y a des limites parce que, quoi qu'on dise, la contraception, le rapport entre contraception et avortement n'est pas linéaire. Donc, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Si la planification familiale pouvait résoudre le problème de l'avortement, on ne serait pas là à discuter de cette question-là. Et en termes de soins après avortement, quand vous prenez par exemple le Burkina Faso et le Sénégal ont été les pionniers en 1998 à introduire les soins après avortement en Afrique francophone. Mais il y a une différence dans la façon dont ces politiques sont mises en place. Par exemple, au Sénégal, une femme peut décider d'aller se faire soigner après une complication post-avortement. Lorsque c'est un avortement provoqué, il y a des agents de santé qui n'hésitent pas donc à appeler la police. Donc, du coup, elles vont retarder les soins ou bien préférer gérer ça dans d'autres espaces, ce qui peut donc compromettre leur vie. Mais sur l'image, je vais un peu insister sur cette image. Ça, c'était quand je faisais, puisque j'ai fait un master sur les soins, la problématique de l'accès aux soins après avortement. Et donc, je collectais les données à l'hôpital. Voilà. Et donc, au cours de ce terrain, je suivais les femmes dans leur parcours thérapeutique. Et donc, je me suis rendu compte que le service de gynécologie et d'obstétrique n'était pas le seul service où on pouvait trouver des femmes qui étaient confrontées au problème d'avortement. Alors que quand vous regardez des politiques, que ce soit au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe, aux États-Unis, dans toute la littérature en santé publique, les données, les politiques, tout est produit à partir des services de maternité ou de gynécologie. Mais lorsque vous rentrez dans un hôpital, surtout dans les pays où l'avortement est interdit, les femmes sont confrontées à différentes complications. Voilà. L'aspiration manuelle intra-utérine, c'est bien, mais lorsqu'il y a un avortement incomplet. Mais vous avez des cas de complications suite à des avortements complets, mais avec des perforations. Nous avons vu les présentations de ce matin où des femmes utilisent souvent des méthodes très dangereuses. Donc, elles n'ont pas les mêmes complications, elles ne peuvent pas avoir les mêmes soins. Donc, il y en a qui vont se retrouver, par exemple, en néphrologie, parce qu'elles ont utilisé des produits chimiques qui ont endommagé les reins. Il y en a qui vont se retrouver aux urgences viscérales, parce que les intestins ont des problèmes, mais elles sont oubliées par les politiques. Elles sont oubliées par les politiques, elles sont oubliées par la recherche. Donc, il n'y a pas de données dessus. Alors que c'est là-bas que les femmes meurent le plus et c'est là-bas que les coûts de la prise en charge sont très élevés. Quand vous partez, par exemple, au Burkina Faso, c'est gratuit d'avoir les soins après avortement. Mais lorsque vous partez au service de néphrologie, ce n'est pas gratuit. Quand vous partez aux urgences viscérales, ce n'est pas gratuit. Donc, ça, c'est vraiment un cri de cœur parce que je sais qu'il y a beaucoup de décideurs ici, il y a des professionnels de la santé,
de savoir que la question d'avortement et sa prise en charge ne se limite pas seulement au service de gynécologie. Il faut aller au-delà parce que les complications des femmes les amènent à avoir des itinéraires complexes et pluriels. Donc, en dehors de ces cadres-là, les femmes vont continuer, vous l'avez vu ce matin, donc on est toujours en antiquité, puisque ces produits-là sont toujours utilisés dans nos contextes, voilà, les produits chimiques, des produits acidiques, des boissons sucrées, des insertions vaginales, et tous les médicaments qui sont contre-indiqués voilà, contre la grossesse. Voilà, les femmes l'utilisent donc dans le but d'obtenir des avortements. Et les deux dernières méthodes en verre sont connues ou même documentées dans la santé publique comme étant des méthodes les plus sûres, notamment avec le misoprostol. Donc, dans les politiques de santé globale, ce médicament avait été considéré comme une révolution parce qu'il allait permettre aux femmes d'avoir accès à l'avortement sécurisé, même dans des contextes où il y avait des interdits. Parce qu'il suffisait seulement que le médicament soit dans le système et qu'une femme ait accès à ça, et elle pouvait donc avoir un avortement d'elle-même. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de partager un peu l'expérience que les femmes ont avec l'utilisation de ce médicament-là, dans un contexte où la législation est restrictive, comme au Burkina Faso. Donc je rappelle qu'au Burkina, l'avortement n'est autorisé qu'en cas d'inceste, lorsqu'il y a une malformation fœtale, en cas de viol et lorsque la santé de la femme est en danger. Voilà. Et donc, du coup, ces médicaments qui avaient été, en 2005, décidés par l'OMS comme étant life-saving drug, un médicament vital, voilà, a été introduit dans le système de santé en 2014 pour la prise en charge des hémorragies du postpartum et pour la prise en charge des complications post-avortement. Et donc, en dehors de ces cadres-là, il n'est pas autorisé. Donc, c'est pourquoi le gouvernement a pris des mesures là pour restreindre l'accès et l'utilisation de ce produit-là. Donc, vous avez un usage en fonction du statut des agents de santé, selon qu'ils soient gynécologues, sages-femmes ou accoucheuses auxiliaires. Une sage-femme, par exemple, n'a pas le droit de décider de prescrire le misoprostol à une femme. Elle doit le faire sous la responsabilité d'un gynécologue et ainsi de suite. Et ce n'est pas dans toutes les structures de soins qu'on est autorisé à utiliser le misoprostol. On le fait uniquement dans les hôpitaux ou des centres médicaux, c'est-à-dire où il y a un médecin. Ensuite, dans les pharmacies, lorsque vous partez pour vous en procurer, on va vous demander le nom de la personne qui a prescrit, la raison pour laquelle le médicament a été prescrit, le nom de l'acheteur. OK. Donc, il y a ces contraintes-là qui sont imposées. Maintenant, sur le terrain, est-ce que cette régulation-là arrive donc à empêcher que les femmes aient accès au misoprostol? Non, parce que nous avons une offre d'avortement qui est là, qui rencontre une demande. Et donc, il y a un réseau d'acteurs qui sont là, qui favorisent donc la circulation et l'accès à ces médicaments-là. Maintenant que les femmes ont accès à ces misoprostol, quels sont les changements que le misoprostol a apportés dans la vie des femmes? D'abord, il faut dire que le lieu où les femmes pouvaient avoir un avortement est maintenant ouvert, parce qu'avant, c'était dans un centre avec un agent de santé. Maintenant, c'est ouvert. Partout, les femmes peuvent utiliser le misoprostol. Il y en a qui le font à la maison, dans les établissements de santé, dans des chambres d'hôtes. Voilà. Et dans les chambres d'hôtes, pourquoi? Parce que ça participe à la discrétion de l'acte. Non seulement ça protège celui qui fait l'avortement, mais ça permet aussi à la femme d'échapper à la stigmatisation. Et ensuite, ça permet à la femme d'avoir un contrôle sur le processus d'avortement à travers donc l'avortement auto-induit. En termes financiers, quand j'ai posé la question aux femmes, comparé aux autres méthodes d'avortement, le misoprostol était relativement moins cher, puisque avec un comprimé, elle pouvait même déclencher le processus et puis être éligible pour les soins après avortement par la suite. Et en termes de changements aussi, il faut dire que le misoprostol a amené les femmes à avoir une autre vision de l'avortement. Voilà, il est de plus en plus utilisé comme une méthode de contraception d'urgence. Et la façon dont le misoprostol aide les femmes à interrompre la grossesse les amène à considérer donc leur interruption de grossesse comme étant un avortement spontané et non un avortement provoqué. Parce qu'elles font des avortements, comme on a dit, early abortion, des avortements précoces. Donc, du coup, voilà, c'est quelques caillots de sang qu'elles voient. Et donc, moralement, elles ont une
une tendance à avoir une perception positive. Et si bien qu'il y a des femmes, lorsqu'elles sont en retard dans leur menstruation, elles ne font même plus de tests de grossesse. Elles vont automatiquement utiliser le misoprostol comme étant une méthode de contraception d'urgence. Ça, c'est le dernier diapo. Mais comme on le dit, c'est vrai que le misoprostol est très efficace d'un point de vue de santé publique, mais les conditions d'accès du misoprostol m'amènent donc à parler de ces difficultés. Parce qu'il faut d'abord savoir que le médicament existe, où s'en procurer, et ensuite avoir de l'argent et tous les réseaux qui vont faciliter son accès. Ensuite, il faut dire que lorsque les femmes n'ont pas ces informations-là, elles sont souvent obligées de se soumettre donc, aux exigences de ceux qui détiennent le produit. Donc, si vous avez affaire à un homme, et il y a des femmes qui ont été souvent, par exemple, victimes d'abus sexuels ou de violences sexuelles. Et il y a des femmes qui ont le misoprostol, mais qui ne savent pas comment l'utiliser. Voilà, donc j'ai eu des cas où des femmes ont utilisé toutes les tablettes de misoprostol. Et donc, voilà, je vais passer sur ça. Sur Facebook aussi, vous voyez qu'il y a des offres d'avortement, que ce soit les méthodes médicamenteuses ou d'autres méthodes. Donc, en conclusion, je dirais que l'avortement continue d'être une question controversée en Afrique. Et donc, ces pays sont confrontés à un décalage entre les engagements pris par les États au niveau international et les politiques au niveau national et des normes locales. Et quand on parle des normes locales, il y a tout, hein. Il y a les normes religieuses, sociales et culturelles. Et malgré l'existence de certains produits sûrs comme le misoprostol, la législation en matière d'avortement, le contexte socio-culturel dans lequel les femmes ont accès là, influence la façon dont ce médicament circule. Donc les avortements qui répondent aux exigences de sécurité, par exemple, sont parfois le privilège de riches personnes qui ont la capacité donc de contourner la loi ou même de s'acheter le produit en pharmacie, tandis que les femmes pauvres n'ont pas d'autre choix que de recourir donc, à des prestations qui sont moins sécurisées. Donc au-delà même de ces inégalités d'accès à l'avortement, ce que cela nous enseigne, c'est qu'elle nous enseigne aussi que selon qu'on soit riche ou pauvre, on n'a pas les mêmes expériences en matière d'accès donc aux droits de la santé reproductive. Je vous remercie.